protection du patrimoine permet-elle d'alimenter une résilience chez les populations face à des circonstances difficiles? Donc vous avez évoqué par exemple les tremblements de terre en Haïti et l'importance de la restauration du tableau du serment. Donc pourriez-vous par exemple entrer en détail de l'effet que ça a eu sur les populations? Alors, merci, vous avez tout à fait raison, c'est l'un des enjeux majeurs que relevait Stéphane Bern aussi, y compris en France, sur l'impact d'une réhabilitation sur la vie d'une population, d'une communauté. D'abord, c'est un impact économique et social. Hein. Nous, par exemple, quand on soutient la réhabilitation de lieux de culte ou du patrimoine de Mossoul, eh bien, ça fait revivre la ville de Mossoul, dans laquelle j'étais il y a 18 mois, qui a été rasée, totalement rasée. Donc, c'est recréer de l'activité économique dans une zone comme celle-ci. La deuxième chose, c'est que, comme le disait très bien Stéphane Bern, ça recrée du lien social. Par exemple, nous, on a réhabilité le monastère de Marbédam, qui est à 30 km au sud de Mossoul. Eh bien, cette restauration, elle est assez unique. Elle a été faite par un architecte français, en lien avec un archéologue irakien, qui faisait travailler des ouvriers sunnites pour réhabiliter un patrimoine chrétien. Donc, si vous voulez, c'est exactement ce type d'action qui pour nous est essentiel parce que ça permet de faire vivre ensemble des communautés qui parfois ne vivent plus ou vivent mal ensemble. On détruit le patrimoine au nom de la modernité. Voilà un patrimoine qui a résisté à tout, aux guerres, aux pillages, aux saccages, aux révolutions, qui est là depuis le XVIIe siècle, et au nom de la modernité, pour du confort, si vous voulez, eh bien, on va le détruire en disant, bah, regardez, les parents seront contents parce qu'ils n'auront plus à aller. C'est-à-dire qu'ils auront... Donc, il y a l'école elle est toujours là, mais on va détruire cette maison, puis on va faire un lieu pour le périscolaire. Mais transformer cette maison. Rien n'interdit de revitaliser cette maison, de lui assigner une nouvelle vocation. J'étais avec le président de la République il y a quelques semaines à Condom, dans le Gers. Et justement, on est venu soutenir un des projets que j'ai permis de financer, qui est l'école, l'hôtel de Polignac, transformé en école Jules Ferry. Voilà un hôtel particulier du XVIIIe siècle, sublime, transformé en école, on le réhabilite. Et tous les élèves, tous les profs nous disaient merci parce que grâce à vous, eh bien, on vit, on travaille, on étudie dans un lieu d'histoire. Et puis, pour revenir sur la résilience, c'est la question que vous posiez, mademoiselle, sur le patrimoine, justement, eh bien, je pense que le lieu crée du lien. C'est-à-dire que c'est vrai, toutes ces populations qui ont parfois ont tout perdu, veulent garder quelque chose qui les rattache à leur histoire. Et j'avais cette discussion il n'y a pas très longtemps avec les autorités arméniennes qui me racontaient cette ville bombardée de Chouchi, qui après la dernière guerre de 90, par exemple, quand les Azéris ont bombardé, la première chose, alors qu'ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient plus de maison eux-mêmes, la seule chose qu'ils ont demandé, c'est qu'on restaure la cathédrale de Chouchi, parce qu'ils disaient, après tout, nous on passe, mais au moins que notre histoire reste, que ce qui fait notre identité reste. C'était le sens du rapport de M. Macron quand il s'était déplacé au Burkina Faso, c'est-à-dire il y a eu ce rapport à l'époque où d'ici 5 ans on pouvait prêter des œuvres comme ça et rendre des œuvres aux pays africains, en sachant qu'en France on a 90 000 œuvres du patrimoine africain. Mais ça pose une question dans le débat, une question intéressante. C'est l'inéliabilité des œuvres et des collections. C'est-à-dire, voilà, il faut travailler là-dessus. Je n'ai pas la solution, hein, je n'ai pas la réponse à la question. Mais si vous remettez en cause le fait que les œuvres et les collections soient inaliénables dans un pays, c'est que vous menacez aussi vos propres collections. C'est-à-dire que les gens d'abord vont cesser de léguer, vont cesser d'enrichir les collections du pays. Déjà qu'il y a un mouvement de gens qui râlent parce que ça va directement dans les réserves, malgré les œuvres qui sont léguées. Et puis, il y a un autre problème, si vous voulez. J'ai eu la chance de visiter à Madagascar et à Antananarivo, il n'y a pas très longtemps, l'ancien palais royal, où on a volé déjà la couronne de la reine Ravalouna.
Et là, on vient de rendre donc à ce musée qui prend l'eau de toutes parts et qui n'a pas de porte d'entrée, qui n'a pas de... on vient de rendre le dais qui était dans les collections. Si c'est pour qu'il soit volé la semaine prochaine, est-ce qu'on rend service à la fois aux collections et est-ce qu'on rend service au peuple malgache? J'en suis pas sûr. Si vous voulez, j'ai parfois l'impression que c'est peut-être un geste diplomatique très sympathique, mais qu'on met en péril des œuvres, des... Bonjour, ma question c'est, est-ce que certains patrimoines sont trop endommagés pour être restaurés? C'est la foi pour M. Berne. Sans doute que certains morceaux du patrimoine, on ne va pas reconstruire les châteaux forts, si vous voulez. Ils ont été détruits. Il faut aussi rester logique avec leur temps, quand des forteresses qui ont été détruites, des abbayes qui l'ont été à la Révolution, on ne va pas les reconstruire. En revanche, si vous voulez, un monument comme Notre-Dame de Paris doit être restauré à l'identique en respectant les règles et les accords, si vous voulez, de Venise de 1964, qui disent qu'on doit restaurer dans le dernier état de classement, c'est-à-dire l'état de classement de Viollet-le-Duc. Donc là oui, il faut restaurer. Maintenant, encore une fois, un château fort, je ne me vois pas en train de restaurer. On peut sécuriser, par contre, des tours qui perdent des pierres. On peut sécuriser les ruines, mais on ne va pas reconstruire des ruines comme c'était au temps de la splendeur. D'abord parce que je crains que l'État français n'aurait pas les moyens d'entretenir tout ce patrimoine. Il y a un autre point que je voulais signaler, c'est que nous, on est confrontés, par exemple, à une difficulté à Beyrouth, c'est qu'on peut réhabiliter le patrimoine. Par exemple, on est très attaché à ces maisons ottomanes de Beyrouth qui sont vraiment très belles, avec des arcades et tout, et qui font l'âme de la vieille ville de Beyrouth. La difficulté, c'est que ce ne sont que des maisons privées, et donc c'est pour ça qu'on a eu une discussion avec la Fondation Patrimoine française, et puis avec d'autres, les Anglais, etc., pour savoir quelles devaient être les conditions de notre soutien. Parce que c'est un patrimoine privé, et l'objectif, c'est pas non plus que des gens se fassent réhabiliter sans frais leur patrimoine pour pouvoir le revendre après et faire une plus-value dessus. Donc c'est parfois un peu compliqué aussi comme dispositif à mettre en place. Par exemple, là, vous parlez de la maison, le Palais-sur-Soc, par exemple. Mais le Palais-sur-Soc est tellement connu. Si vous voulez, j'ai eu la chance de le visiter quelques semaines avant le drame. Et c'est vrai que ça va bien au-delà d'une famille privée, etc. Le quartier qui a été martyrisé en quelque sorte par cette explosion du port, c'est tout le quartier où il y avait les maisons les plus traditionnelles qui donnaient encore une âme. Alors que ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant la guerre civile, eh bien, les gens se sont sentis autorisés à construire n'importe quoi. Et que le seul quartier de Beyrouth qui garde encore cette âme historique, c'est ce quartier-là. Donc, je pense qu'effectivement, il faut trouver des aménagements et des accords avec les différents propriétaires, mais il faut le faire, en tout cas. Voilà. Et immédiatement, je sais que la France a été, encore une fois, vous voyez, la France, c'est aussi le pays qui a peut-être la plus grande sensibilité au patrimoine. Immédiatement, on a pris des initiatives avec ALIF, avec d'autres, avec la Fondation du patrimoine, pour voler au secours de nos frères libanais. Donc ma question, c'est à la fois pour M. Frenon et M. Berne. C'est, arrivez-vous toujours à travailler avec les autorités officielles de pays comme l'Afghanistan ou la Syrie? Et si vous avez rencontré des refus, qu'est-ce que... Alors de mon côté, nous, on travaille très très bien avec les autorités afghanes, on travaille très très bien avec les autorités irakiennes, on a leur plein soutien, maintenant ils font appel à nous. Dernièrement par exemple, un monument très célèbre au sud de Bagdad risquait de s'effondrer. Le ministre irakien m'a appelé très tôt un matin pour me dire « Aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez intervenir pour nous aider ?» Voilà. Donc on travaille très très bien. Donc on intervient dans le nord-est de la Syrie, qui est sous contrôle kurde, et on travaille à la réhabilitation du musée de Raqqa, on travaille à la protection des lieux de stockage des biens qui sont saisis à la frontière, qui ont été pillés, qui sont saisis à la frontière, donc on est en train de les protéger.